Il y a un phénomène hyper intéressant qui est en train de se passer en France sur la régulation de toute une partie du commerce et notamment du e-commerce avec la loi anti-fast fashion. Et on va voir à quel point un pays est incapable de réagir face à un acteur privé comme Chine avec ses moyens faramineux. Pourquoi on parle de ça ici alors que d'habitude on parle plutôt de e-commerce? En fait, on va voir qu'un acteur privé qui débarque, même venu de l'étranger, sur une verticale, ça peut avoir des impacts assez énormes. Chine, on parle de 1,5 milliard de dollars de dépenses publicitaires en 2023, dont 44 millions en France. Donc c'est un acteur majeur. Tous ceux qui sont concurrents de Chine et Temu ont vu leur coût par clic exploser. Ça a eu des impacts drastiques sur la capacité à générer des visites qualifiées, sur les budgets marketing typiquement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la France a essayé de réguler ça avec ce qu'on appelle communément la loi anti-fast fashion. Pourtant, on va voir que c'est pas ça qui va sauver les acteurs qui sont en frontal avec des acteurs comme Chine et Temu par exemple, et qu'il ne faut pas s'attendre à des réponses légales pour s'en sortir quand on a ces concurrents-là qui apparaissent dans nos rapports Google Ads. Si vous demandez pourquoi j'ai un avis, moi ça fait 15 ans que je suis dans le e-commerce, j'ai notamment été directeur marketing chez Tikamoon, et depuis 4 ans avec ma propre agence de conseil Make Sense for Digital, on a accompagné plus de 50 marques sur l'ensemble de leur levier e-commerce. Ce que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'il y a des acteurs qui peuvent débarquer quasiment du jour au lendemain avec des moyens conséquents et avoir un impact sur tout un marché. Selon les dires du directeur de la Poste, Chine et Temu, c'était 22% des expéditions à fin 2024, donc ça avait une conséquence logistique, on va dire, impressionnante. Et en plus de tout ça, il y a plein de débats sur est-ce qu'ils collectent vraiment la TVA, est-ce que c'est pas de la concurrence déloyale, etc. Donc ça, couplé avec leur capacité d'investissement publicitaire massif, on se doute bien que ça a eu des conséquences dramatiques pour tous les acteurs qui proposent des produits de substitution face à ces acteurs-là. Forcément, le dumping des prix qui est pratiqué sur ces sites-là, donc la capacité à avoir des prix très bas, notamment à cause de conditions de production qui sont incroyablement atroces pour le coup, forcément ça fait de la concurrence quasi déloyale. Ce qui est intéressant, et c'est sur ça que je veux m'arrêter aujourd'hui, c'est que le gouvernement a essayé de mettre une réponse face à ça. Il y a une tentative de loi qui a été faite pour réguler ce type d'acteurs. Si je reprends les angles principaux de cette loi-là, il y avait notamment l'arrivée d'un bonus-malus par exemple avec une pénalité qui pouvait atteindre jusqu'à 10 € par article sur les produits qui seraient concernés par exemple, ou encore l'interdiction complète de faire de la publicité pour les acteurs de l'ultra fast fashion. Et on parle d'acteurs qui ont plusieurs milliers de nouvelles références chaque semaine. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça aurait libéré tous les acteurs classiques de la publicité en ligne face à Chine qui n'aurait plus eu le droit de diffuser ses produits sur Google Shopping, sur Meta, sur TikTok, sur Snapchat, bref, tous les endroits où ils bombardent en publicité et font augmenter les dépenses publicitaires de tout le reste. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ce texte il a été validé à l'Assemblée, quand il est passé au Sénat, ils ont enlevé un des critères majeurs qui permettait vraiment de viser directement des acteurs comme Chine, en enlevant le critère justement concernant le nombre de nouveaux modèles qui étaient sortis. Donc ce qui veut dire qu'en fait cette loi, elle va pas s'appliquer à des acteurs comme Chine, ou en tout cas ils pourront continuer de bombarder en publicité. Donc quoi qu'il arrive sur le reste des taxes, des amendes, etc., de toute façon, ça aura peu d'impact. Vu que c'est de l'international, etc., c'est très dur d'aller poursuivre ce genre d'acteurs. On n'est même pas sûr qu'ils payent toute leur TVA sur ce qui est collecté. Donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on a eu une levée de bouclier des associations et d'entreprises comme Label Emmaüs qui viennent pointer du doigt un lobbyisme incroyable de la part de Chine, par exemple, qui avait embauché, je crois, Christophe Castaner, qui est un ancien ministre. Il y a plein de considérations politiques dans lesquelles je ne veux pas forcément rentrer, mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'arrive pas à réguler ce genre d'acteurs. Et donc, nous, quand on est en face, quand on a des clients qui se retrouvent avec 20-30% de part de marché qui est impacté par Chine, bah forcément, on doit prendre d'autres directions, on doit prendre d'autres types d'actions justement pour se créer des nouvelles barrières et pour renforcer les bastions sur lesquels on peut se battre. Donc au-delà de la brique informationnelle de cette vidéo, ce que je veux réaffirmer ici, c'est que si vous vous sentez concerné par la concurrence de ce type d'acteurs qui sont, on va le dire, pas très fair-play, hein, forcément. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est la grande question. On va pas attendre que les politiques nous sauvent, on va pas crier au miracle, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour essayer de, entre guillemets, survivre et continuer à aller chercher sa croissance face à ce type d'acteurs qui sont hyper agressifs, qui ont des moyens incroyables en termes d'analyse de données, en termes de budget marketing, bref, c'est impossible de rivaliser avec eux sur la techno, sur les budgets marketing, donc il faut bien qu'on ait autre chose. Ce que ça vient réaffirmer déjà, c'est que avoir tout son branding qui est basé sur le prix, aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça fait déjà plusieurs années de toute façon que le e-commerce en France et à l'international, il est de plus en plus, entre guillemets, saturé, c'est plus dur de se faire une place. Et donc, il y aura toujours quelqu'un qui est capable de faire moins cher que vous. Et ça, c'est l'angle que j'invite vraiment à ne plus utiliser dans son marketing parce que, entre guillemets, le prix, c'est pas la valeur, c'est pas quelque chose que vous avez à raconter, c'est pas une histoire de votre marque, c'est pas des valeurs que vous pouvez transmettre à travers vos produits ou vos services. Donc le prix,
c'est vraiment quelque chose qui est très simple à venir percuter. Déjà à l'époque, quand j'étais chez Tikamoon, il y avait des acteurs allemands par exemple qui investissaient massivement. On se souvient potentiellement des startups Rocket Internet qui dumpaient les prix et tout ce qui a donné lieu à des Zalando et compagnie. En fait, ils ont perdu énormément d'argent sur les premières années, le temps de se constituer des bases clients, le temps de s'imposer sur un marché, entre guillemets d'étouffer la concurrence, il y a plein de concurrents qui ont mis la clé sous la porte, et ensuite de venir faire du résultat. C'est pour ça que se battre sur le prix, c'est pas la bonne façon. Donc déjà, qu'est-ce qu'on vient apporter au marché? Une des questions qu'on pose à tous les onboarding de nos clients chez Make Sense, c'est demain, si votre marque disparaissait, qu'est-ce qui manquerait au marché? C'est une question qui est vaste, ça invite vraiment à se poser la question. Et pour autant, en fait, c'est en faisant ces exercices marketing que vous allez trouver votre pourquoi, que vous allez réussir à le mettre en avant et à mieux le communiquer. Aujourd'hui, une marque qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de différenciation sur le marché et qui n'apporte rien à ses clients, en fait, elle est complètement substituable d'une manière ou d'une autre. L'avantage qu'on a avec, par exemple, les marques qui ont été impactées par le dropshipping, c'est qu'on a appris depuis très longtemps à se battre contre ce genre de choses. Et au-delà de ça, une fois que vous arrivez à avoir le bon angle pour aller chercher vos clients, ce qui va être intéressant, c'est de se poser sur l'ensemble du parcours utilisateur, donc du moment où les personnes ne vous connaissent pas, jusqu'à ce qu'elles vous considèrent, qu'elles achètent, qu'elles rachètent chez vous, qu'elles deviennent des clients récurrents, et ainsi de suite. Et c'est en se posant justement sur toute cette brique que vous allez réussir à créer un mix marketing qui fait que vous n'allez pas forcément ne pas sentir les impacts, par exemple, de Chine qui vient batailler à balle sur Google Shopping, sur des requêtes sur lesquelles vous êtes placé, mais ça va vous aider à amortir le choc, à tenir la distance et à continuer de croître malgré une concurrence qui est féroce. Donc ce genre de situation où on n'arrive pas à réguler un acteur qui, entre guillemets, la joue un peu fourbe, en fait ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle qu'en entrepreneuriat, en fait on est solo et on doit se battre avec ses propres armes. Et ces propres armes, en fait ce qu'il faut faire, c'est déjà lister tout ce qu'on a dans le sac à dos pour aller sur le front et se dire ok, dans quel ordre je mets les choses, comment je déroule mon plan de bataille et comment je continue d'aller de l'avant pour faire face justement à tel ou tel acteur qui demain pourrait venir perturber mon marché. Ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que au plus on est solide sur ses appuis, au plus en tout cas on est serein et on va moins décider dans la précipitation des actions X ou Y contre ces acteurs-là ou pour essayer de survivre, et on va continuer son bonhomme de chemin, toujours avec une bonne vitesse, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, comme disait Denis Brognard. Donc quand on est serein sur ses appuis, on sait qu'on peut continuer à dérouler. C'est quand on n'est pas serein sur ses appuis que l'arrivée de ce genre d'acteurs ou le faux espoir qu'on va avoir dans des régulations vient nous perturber dans le business. Et c'est là où je trouve que bien connaître ses appuis, savoir où on est fort, où on est faible, quels sont les points sur lesquels on doit s'améliorer au quotidien, en fait ça nous donne une bonne connaissance déjà de notre place sur le marché et ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Je vous remets rapidement en fin de vidéo le lien vers la méthode des 6 piliers du e-commerce qui, je trouve, aide à justement bien connaître ses appuis. En tout cas, ce genre d'exemple, ça nous rappelle qu'on est seul, il n'y a personne qui va venir nous sauver et c'est pas grave parce que quand on sait bien faire les choses, on arrive toujours à mettre en place les bons moyens et à prendre les bonnes décisions. J'espère que cette vidéo, elle vous a pas fait peur, mais plutôt qu'elle vous a remis en marche dans la bonne direction et que ça vous a éventuellement appris des choses. On se retrouve très vite sur la chaîne.